Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous en très très bonne santé, ainsi que vos proches. Est-ce que vous confirmez tout d'abord la bonne réception de la voix ainsi que le diapositive? Oui, monsieur. Parfait, très bien. Ben, donc, malgré qu'on a attendu quelques minutes, donc on doit commencer. De toutes les façons, la séance elle est enregistrée, donc pour les retardataires, ils peuvent regarder la vidéo dès le début. Ben, donc, on va entamer aujourd'hui un nouveau chapitre. On a bien classé le chapitre sur les automates et les expressions régulières. hein. Donc, aujourd'hui, on va entamer ce chapitre. Il nécessite seulement une seule séance. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va aborder euh, un autre chapitre, à savoir les grammaires. Bon, de toutes les façons, on ne sait pas encore est-ce que la semaine prochaine, ça va être en mode distanciel ou en mode présentiel. On n'a aucune idée pour le moment. Espérons qu'on va se voir en mode présentiel. Mais selon l'évolution de la situation, on va voir d'ici d'ici cette semaine quelles sont les nouvelles décisions prises par notre ministère. Ben, donc, pour vous mettre dans le bain, on va clôturer aujourd'hui la première partie de l'analyse d'un compilateur, à savoir l'analyse lexicale. Donc, on va voir quelques concepts généraux, une idée sur les erreurs lexicales et la reconnaissance des unités lexicales. On va voir après un exemple d'analyseur lexical avec une petite application d'une manière générale. Ben, donc, pour vous mettre dans le bain, l'analyse lexicale, c'est la première phase de l'analyse. Donc, comme on a déjà présenté euh, dans la première séance, pendant la présentation du plan de ce module, la première phase avec laquelle passe un compilateur, c'est la phase de l'analyse lexicale. Donc, tout ce qui est définition des symboles, l'alphabet, la combinaison des mots, les automates, toute cette partie-là, elle appartient à la première phase de l'analyse, qui est l'analyse lexicale. Mais en fin de compte, c'est quoi un analyseur lexical? Quel est son rôle? L'analyseur lexical, il essaye de, de lire le code écrit par un développeur et il va le classifier. Il va le classifier en des unités lexicales et il va les faire passer à l'analyseur syntaxique. C'est-à-dire, comme j'ai déjà expliqué, si vous vous rappelez bien, vous pouvez revenir aussi aux différentes vidéos des séances précédentes. Donc, ça, c'est un code, à titre d'exemple, ça, c'est un code du développeur qui a été écrit par le développeur. Bien, ça, c'est le code. Ce code-là, il va être analysé. Il va tout d'abord passer par la phase de l'analyse lexicale. L'analyse lexicale. À ce niveau-là, il y en a des erreurs qui peuvent être détectées au niveau de l'analyse lexicale, à savoir l'utilisation d'un mot qui n'existe pas dans ce langage-là, l'utilisation d'un symbole qui n'existe pas, ainsi de suite. Ce genre d'erreurs étudiées et vérifiées par les automates et les expressions régulières. Bien. Certainement, il y en a d'autres parties de ce code-là qui vont passer ce test-là avec succès, c'est-à-dire ne contient pas des erreurs. À ce niveau-là, ils vont passer par la phase de l'analyse syntaxique. La phase de l'analyse syntaxique. Certainement aussi, il y aura des erreurs à cette phase-là. Et finalement, le troisième filtre, ça va être l'analyse sémantique. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous sommes au niveau de l'analyse lexicale. Donc, le code du développeur, il va être analysé et il va détecter les séquences lexicales qui ne contiennent aucune erreur et il va les faire passer à l'analyseur syntaxique. Donc, la première phase de l'analyse, c'est l'analyse lexicale. On a comme montré la source ou le programme écrit par l'utilisateur. Il va être analysé ce code-là et il va passer
faire passer à l'analyseur syntaxique, il va lui dire, voici les mots qui ne présentent aucune erreur. J'ai reconnu un tel mot. On appelle ça les unités lexicales. On va voir la définition et des exemples des unités lexicales. Donc, il va transmettre chaque unité lexicale qui va être reconnue, il va la transmettre à l'analyseur syntaxique. À ce niveau, l'analyseur syntaxique, il va lui demander de fournir l'unité lexicale suivante. Il va lui demander, merci, donne-moi l'unité lexicale suivante. Ainsi de suite, l'analyseur lexical, il va à chaque fois analyser et une fois qu'il va reconnaître une unité lexicale, il va l'envoyer à l'analyseur syntaxique. À titre d'exemple, il va lui dire, j'ai reconnu un ID, j'ai reconnu un mot-clé, j'ai reconnu une variable, j'ai reconnu une fonction, j'ai reconnu je ne sais pas quoi. Donc, l'analyseur syntaxique, il va prendre ces reconnaissances-là et il va analyser ces reconnaissances-là, ces mots-là, ces unités lexicales-là, il va les analyser syntaxiquement. C'est la deuxième phase de l'analyse de tout un compilateur qu'on va la voir prochainement. Donc, aujourd'hui, on est dans le cadre de l'analyse lexicale. Donc, entre-temps, chaque unité lexicale qui va être reconnue par l'analyseur lexical, elle va être stockée dans une table de symboles. Elle va être stockée dans une table de symboles. Ainsi de suite, chaque unité lexicale qui va être reconnue, elle va être stockée dans cette table de symboles. Bien. Supposons que, je vais dire à titre d'exemple, j'ai cette déclaration-là, int x. Bien. Int, c'est un mot-clé. C'est un keyword. Donc, il existe dans la table de symboles. On va le stocker à l'avance. On appelle ça le dictionnaire. On va le stocker à l'avance. On va dire que int, c'est un mot-clé. Bien. L'analyseur lexical, s'il va trouver une séquence, il va consulter la table de symboles, il va consulter ce dictionnaire, il va essayer de vérifier est-ce que ce mot int, est-ce qu'il existe dans le dictionnaire ou non. S'il existe, OK, il va dire que x est un entier, donc il va le faire passer à l'analyseur syntaxique. Il va lui dire que j'ai reconnu un x, il est de type entier et c'est un identifiant, c'est un ID, à titre d'exemple. Bien. Supposons que l'utilisateur, le compilateur, a trouvé quelque chose comme ça. À titre d'exemple, je ne sais pas, y égale x plus 1. Le y, il a été trouvé déjà comme étant un entier. Donc, il va poursuivre l'analyse. Il va trouver y égale x plus 1. Le y, il a été stocké déjà dans la table de symboles comme étant un ID. Il a été reconnu comme étant un ID au moment de la déclaration. Bien. Donc, il va trouver y égale x plus 1. Il va tout d'abord consulter la table de symboles. Il va trouver que y est un ID. Il a été déjà vérifié au moment de la déclaration. Donc, il va retourner à l'analyseur syntaxique. Il va lui dire que j'ai trouvé un ID. Il s'appelle y. Et il va passer au symbole suivant. X, il va le reconnaître comme étant un ID. Il va le faire passer à l'analyseur syntaxique. Et ainsi de suite. Supposons que il va trouver quelque chose qui n'existe pas dans la table de symboles. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de la reconnaître à travers un automate ou bien à travers une expression régulière. Il va essayer de la reconnaître
S'il trouve l'expression régulière qui a été déjà stockée au niveau du compilateur, il va trouver que ce mot-là, il peut être généré par cette expression régulière. Alors, il va mettre à jour la table de symboles. Il va ajouter ce symbole-là dans la table de symboles. Et selon l'expression régulière, il va savoir quel est le type de ce mot-là, la valeur et le type de cette unité lexicale. À ce niveau, il va l'ajouter à la table de symboles et il va la faire passer à un analyseur syntactique. Il va lui dire que j'ai trouvé ce mot-là. Supposons qu'il va trouver un mot, il va essayer de voir s'il se trouve dans le dictionnaire, dans la table de symboles. Supposons qu'il n'a pas trouvé, il va charger les expressions régulières, il va essayer de trouver ce mot-là à travers les expressions régulières et les automates. Supposons qu'il n'a pas pu reconnaître ce mot. À titre d'exemple, vous avez utilisé un mot qui n'est ni un keyword, ni un mot-clé, c'est-à-dire, ni il a été déclaré, ni rien du tout. Un mot, par exemple, vous allez utiliser Z, et Z n'a pas été déclaré, Z, ça va de soi, n'est pas un mot-clé, donc il va chercher au niveau de la table de symboles, il ne va pas trouver ce Z-là, il va charger les expressions régulières et les automates, il ne va pas pouvoir trouver ce Z. Qu'est-ce que ça veut dire Z? Il n'a aucune idée. Donc pour lui, c'est une erreur. À ce niveau-là, il va détecter une erreur qui est lexicale, c'est-à-dire vous avez utilisé un symbole qui n'a pas été vérifié ni à travers les expressions régulières, ni à travers les automates. C'est clair? Donc, cette phase-là, elle consiste à analyser le jargon qu'on va l'utiliser, les symboles, les mots, les combinaisons qu'on va les utiliser. C'est clair? Et une fois qu'on va reconnaître un mot, il va être stocké dans la table de symboles. Pourquoi? Pour que s'il va le rencontrer encore une fois, il ne va pas perdre son temps à le revérifier. C'est-à-dire, à titre d'exemple, j'ai déclaré le X comme étant un entier. Donc, X est un ID. Son type, c'est entier. Donc, il va mettre à jour la table de symboles. Je vais utiliser après le même X dans mon code. Je vais l'utiliser plusieurs fois. Est-ce que vous pensez qu'il va vérifier plusieurs fois ce X? Non. Il va trouver X, il va consulter la table de symboles. Il a été déjà reconnu, donc il a été déjà ajouté à la table de symboles. C'est bon, il n'a pas besoin de charger l'expression régulière ou bien l'automate pour vérifier est-ce que ce X est un ID ou non, est-ce qu'il existe ou non. Donc, ça ne sert à rien puisqu'il a été mis à jour. Imaginez à titre d'exemple que au niveau d'une séance présentielle en TALA, hein, pendant la 8e semaine ou bien la 9e semaine, il y a un nouveau étudiant qui arrive à la salle. Personne ne connaît cet étudiant-là. Donc, je suis obligé de demander, à titre d'exemple, sa carte d'étudiant ou bien son nom, son prénom, ainsi de suite. Je vérifie est-ce qu'il appartient réellement à la classe 3 à 25, à titre d'exemple. Si cet étudiant appartient réellement à cette classe-là, je vais l'ajouter à la liste des étudiants. Je vais ajouter son nom et son prénom ainsi que le matricule à cette liste-là des étudiants de la 3 à 25. Pourquoi? Parce que la semaine d'après, si cet étudiant il va venir, il est connu. Il se trouve sur la liste des étudiants. Il est déjà connu. Si je ne vais pas l'ajouter à cette liste-là, la prochaine fois, je vais vérifier encore une fois. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu appartiens à cette classe ou non? Donc, une fois que j'ai reconnu cet étudiant-là, je dois l'ajouter à ma liste des étudiants. C'est-à-dire, je dois mettre à jour la liste des étudiants. La liste des étudiants, dans notre cas, du compilateur, c'est le dictionnaire ou bien c'est la table de symboles. C'est clair? Est-ce que c'est clair le concept? Pour ne pas vérifier à chaque fois, est-ce que cet étudiant-là, il appartient à la classe ou non? Est-ce que c'est clair le concept? Allô? Allô? Oui, Oui, oui.
Parfait, très bien. Donc ça, c'est le rôle de l'analyseur lexical. Son rôle, c'est de vérifier le lexique qui a été utilisé. Tout ce qui est symbole, tout ce qui est mot, tout ce qui est combinaison, tout ce qui est mot-clé. Donc son rôle, c'est de vérifier hein, cette utilisation-là à travers la table de symboles. Si elle existe dans la table de symboles, alors c'est bon. Il va la faire passer à l'analyseur syntaxique et il va lui dire que c'est bon, j'ai vérifié ce mot. Sinon, il va charger les expressions régulières et les automates pour essayer de trouver est-ce que ce mot il peut être vérifié à travers cette expression et ces automates-là. Une fois qu'il s'assure que le mot il est vérifié, il est accepté, hein, alors il va l'ajouter à la table de symboles et il va le faire passer à l'analyseur syntaxique. Si ce mot-là il ne peut pas être généré par l'expression régulière et les automates, alors il va déclencher une erreur lexicale. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a, au niveau de la table de symboles, on a une double flèche. Une flèche à deux sens. C'est-à-dire, l'analyseur syntaxique lexical, il va consulter la table de symboles pour vérifier une éventuelle existence de ce mot-là. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est il va ajouter ce mot-là, s'il a été vérifié par l'expression régulière, il va l'ajouter à la table de symboles. C'est clair? Et c'est la même chose. Il va la faire passer à l'analyseur syntaxique et il va demander, l'analyseur syntaxique, à son tour, il va demander la récupération de l'unité lexicale suivante, et ainsi de suite. Donc, on est à ce niveau aujourd'hui. On va travailler sur cette partie-là. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer la première partie de l'analyse syntaxique. C'est clair? Donc ça, c'est d'une manière générale. Donc en fin de compte, l'analyseur syntaxique et lexical plutôt, il va lire les caractères du texte d'entrée. Bien évidemment, il ne va pas lire tout ce qui est blanc et les commentaires, ainsi de suite. Hein? Il va former les unités lexicales. C'est quoi les unités lexicales? Ce sont des jetons. On appelle ça jetons ou bien on les appelle aussi des tokens. Hein? C'est un ensemble, c'est un couple composé de deux parties, l'unité lexicale avec la valeur lexicale. On va voir après plusieurs exemples. Unité lexicale avec valeur lexicale. À titre d'exemple, j'ai reconnu un opérateur arithmétique, op-ar. La valeur, c'est plus, c'est l'addition. J'ai reconnu un opérateur de comparaison. Sa valeur, c'est égal. Donc, on appelle ça un jeton. Donc, un jeton, il est composé de deux parties. Quelle est l'unité lexicale qui a été reconnue et quelle est la valeur de cette unité lexicale-là? C'est-à-dire, quelle est la famille? On a une famille des opérateurs arithmétiques, on a des familles pour les opérateurs de comparaison, on a des familles pour les opérateurs de ponctuation, on a une famille pour les ID, des familles pour les mots-clés, ainsi de suite, plusieurs familles qui peuvent être, euh, qui peuvent exister au niveau d'un code source. Donc, l'analyseur lexical, c'est à lui de détecter la famille de ce symbole-là, ainsi que la valeur de ce symbole-là. On appelle ça un jeton, qui va être passé à l'analyseur syntaxique. Bien sûr, il va détecter aussi les erreurs que l'utilisateur il peut les commettre et finalement, il va bien sûr nettoyer et faire d'autres traitements, bien sûr, s'il existe, évidemment. Donc, c'est quoi une unité lexicale? Une unité lexicale, c'est une suite de caractères qui a une signification collective. C'est-à-dire, ces symboles, à titre d'exemple, sub, inf, inf égal, différent, sont des opérateurs relationnels. À titre d'exemple, hein, la chaîne OPREL est l'unité lexicale correspondante. Donc, le jeton, c'est quoi? À titre d'exemple, si on va trouver le symbole sup, dans notre exemple, hein, je parle de cet exemple-là,
si on va trouver l'opérateur supérieur, donc il va dire à l'analyseur lexical que j'ai trouvé l'unité lexicale opérateur relationnel. La valeur, c'est sup. Ça, c'est un jeton. C'est un token. Il va le faire passer à l'analyseur syntaxique. Bien évidemment, il va être ajouté à la table de symboles. C'est-à-dire, il va ajouter oprel, oprel, et il va dire que c'est supérieur. Pour que la prochaine fois, s'il va rencontrer ce même symbole-là, il ne va pas déclencher l'expression régulière et les automates pour optimiser le rendement du compilateur et la rapidité de la réponse. Il va consulter le dictionnaire, il va trouver que le symbole a été déjà reconnu, donc automatiquement, il va le faire passer à l'analyseur syntaxique, ainsi de suite. Donc, on appelle ça un jeton ou bien un stock. Donc, l'unité lexicale, c'est une suite de caractères qui a une signification. Le modèle, c'est une règle associée à une unité lexicale qui décrit l'ensemble des chaînes du programme qui peuvent correspondre à cette unité lexicale-là. À titre d'exemple, un identificateur ID est toute suite non vide de caractères composée de chiffres, lettres et qui ne commence pas par un chiffre. Je reprends. Un identificateur ID est toute suite non vide de caractères composée de lettres, de chiffres, de lettres et qui ne commence pas par un chiffre. Je vous donne le modèle, qu'on va l'aborder d'une manière très détaillée au niveau des grammaires, puisque ça c'est une règle. À titre d'exemple, si je dis que j'ai l'unité lexicale chiffre, elle peut être soit un 0, soit 1, soit 2, soit 3, ainsi de suite, jusqu'à 9. Et j'ai une autre unité lexicale qui s'appelle lettre. Ici, je suis en train de définir les règles. Lettre, ça peut être un A, ou B, ou C, etc., ou Z, ou Z, ou grand A, ou grand B, etc., ou grand Z. À titre d'exemple, je suis en train de définir les règles. Un chiffre, c'est soit 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Une lettre, soit A, B, C, jusqu'à Z minuscule et majuscule. Et à ce niveau, je vais définir un ID. C'est quoi un ID? Il a dit dans la définition que un ID est une suite non vide de caractères composés de lettres, composés de chiffres, lettres et qui ne commence pas par un chiffre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ouf. Donc, je reprends rapidement. Chiffres, ça peut être soit 0, 1, 2 jusqu'à 9. Lettres, c'est petit a ou petit b ou petit c jusqu'à z en minuscule et en majuscule. Bien. Maintenant, je vais définir un ID. Selon la définition, il a dit que un ID est, est une suite de caractères non vides, composés de lettres et de chiffres, et qui ne commence pas par un chiffre. Donc, ça peut être quoi la règle d'un ID? Ces lettres concaténées à lettres ou chiffres, le tout étoile. Un ID, un ID est une lettre concaténée à un chiffre ou bien une lettre, le tout étoile.
Qu'est-ce que ça veut dire? Un ID, c'est quelque chose qui doit commencer par une lettre et elle peut être suivie par une lettre ou bien un chiffre. C'est quoi une lettre? C'est A ou B ou C ou Z minuscule avec A ou B ou C, ainsi de suite, jusqu'à Z majuscule. Et elle est concaténée à lettre ou chiffre, le tout étoile. Chiffre, c'est quoi? C'est soit 0, 1, 2, ainsi de suite, étoile fois. À titre d'exemple, est-ce que AB2 est un ID ou non, selon cette définition-là? AB2 est un ID Oui, ou monsieur. non? Oui, il commence par Oui. A. A, c'est une lettre. Concaténé à lettre ou chiffre, le tout étoile. B, c'est une lettre. 2, c'est un chiffre. Donc, lettre concaténée à lettre ou chiffre, le tout étoile. AB2, c'est un ID. Maintenant, est-ce que 2AB est un ID ou non? 2AB. Non, Non, pas sûr. pourquoi? Parce que Parce ça qu'il doit commence par commencer. تبدأ بشيفر. Parfait, parce que ça doit commencer par une lettre, alors que 2 ne figure pas dans l'ensemble des lettres, mais il figure dans les chiffres. Alors que dans cette définition-là, un ID, il doit commencer par une lettre. Donc le 2, ce n'est pas une lettre, d'où 2AB, ce n'est pas un ID, selon la définition. On appelle ça un modèle. On appelle ça un modèle. C'est le pattern. On appelle ça un modèle. ID, c'est lettre concaténée à lettre ou chiffre étoile. C'est un modèle. Donc, il se base sur une règle. C'est clair? Donc, on va s'approfondir euh, d'une manière très, très détaillée au niveau des chapitres des grammaires. C'est clair? Donc, ça veut dire que l'unité lexicale, elle va être vérifiée à travers un modèle. Donc, dans notre cas jusqu'à maintenant, pour nous, le modèle, c'est une expression régulière. Donc, pour nous, le modèle, c'est l'expression régulière, c'est-à-dire c'est la composition ou bien les caractéristiques qu'on peut les trouver dans un mot bien déterminé. Bien, donc à titre d'exemple, on peut dire que Oprel, c'est l'unité lexicale. Le lexème, à titre d'exemple, c'est inférieur égal, différent, ainsi de suite. Donc, un lexème, c'est une séquence de caractères dans le programme source qui concorde avec le modèle de l'unité lexicale. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, notre lexème, c'est AB2. AB2, c'est un lexème qui a été vérifié comme étant un ID. C'est clair? Donc, il va retourner dans l'exemple précédent, ID, virgule, AB2. Il va dire à l'analyseur syntaxique que j'ai reconnu un ID qui a comme valeur AB2. Bien. Donc, un nombre, ça peut être 3.14, 15, 17 exposant 2, ainsi de suite. Une chaîne, c'est donner un nombre, c'est toute chaîne entre guillemets, etc. Ce sont des exemples. Donc, on sait, à titre d'exemple, en langage C, le fait de dire const float pi égale 3.14, pi est un lexème de l'unité lexicale ID, 3.14 est un lexème de l'unité lexicale nombre. C'est clair? Donc, il va vérifier que 3.14, il appartient à l'unité lexicale nombre. Il va dire que pi, c'est une unité lexicale ID. C'est un identifiant. C'est clair? Const, float, ce sont des types. Donc, j'essaie de survoler l'essentiel du chapitre. Vous avez plusieurs détails. Donc, à titre d'exemple, on a l'expression E égale MC exposant 2, MC carré. Donc, comment il va reconnaître, euh, ça c'est un programme, un exemple d'un programme écrit en Fortran. Donc, comment il va reconnaître la composition de ce code? Il va dire que j'ai reconnu un ID, c'est le E. E, c'est un ID, c'est un pointeur vers l'entrée de E dans la table de symboles. Après, il va trouver le égal.
il va dire que j'ai trouvé un opérateur d'assignation, c'est égal, à titre d'exemple. Hein. Pourquoi on l'a appelé assignation? C'est un exemple. Hein. On peut dire affectation, on peut dire n'importe quelle unité lexicale. Après, il va trouver le M. Il va dire que j'ai trouvé un ID. C'est un pointeur vers l'entrée de M dans la table de symboles. Après, il va trouver le étoile. Il va dire que j'ai trouvé un opérateur de multiplication. Après, il va dire que j'ai trouvé un ID pointeur vers l'entrée de C dans la table de symboles. Après, il va trouver deux étoiles. Il va dire que j'ai trouvé un opérateur d'exponentiation. Et finalement, il va trouver 2. Il va dire que j'ai trouvé un nombre qui a une valeur entière 2. C'est clair? Donc, c'est de cette façon, l'analyseur, il va renvoyer les résultats. On va voir tout à l'heure comment il arrive à détecter ces unités lexicales. Comment il arrive à dire que E, c'est un pointeur vers l'entrée. C'est un ID qui représente un pointeur vers l'entrée de E dans la table de symboles. Comment il va trouver que le double étoile, c'est un opérateur d'exponentiation. Ça, ce sont les résultats. Mais on va voir après comment il va trouver ces résultats à travers, bien évidemment, un petit TP. Ce n'est pas un TP au vrai sens du mot, mais c'est quelques notions pratiques en utilisant le langage Flex, qui est un compilateur, un analyseur lexical reconnu, très, très reconnu. Bien, ça, c'est un exemple. Donc, il va détecter les séquences. Donc, tout ça a été déjà dit et vous pouvez revenir le vérifier. Donc, les modèles qu'on peut les établir dans notre compilateur, on peut dire, comme on a dit tout à l'heure, une lettre c'est A ou B ou C ou Z majuscule et minuscule, un chiffre c'est 0, 1, 2 jusqu'à 9 et ID c'est une lettre concaténée à lettre ou chiffre le taux étoile. Donc à ce niveau-là, on est en train de présenter le modèle d'un ID, c'est-à-dire l'expression régulière d'un ID. On va voir de plus près tout à l'heure avec l'application de notre TP en utilisant le Flex comme analyseur lexical. Bien évidemment, on peut remplacer. Hein, donc, vous avez le droit de dire, à titre d'exemple, au lieu d'écrire lettre c'est A ou B ou C, ainsi de suite jusqu'à Z, on peut écrire lettre, ça donne A-Z. Ça veut dire que c'est l'intervalle de A jusqu'à Z. On peut dire aussi chiffre, c'est 0-9. Vous avez le droit d'utiliser cette notation. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 0 ou 1 ou 2, ainsi de suite, c'est bien sûr si c'est un intervalle qui est continu, énumération continue, donc on peut utiliser le trait d'union pour essayer d'alléger l'écriture. Bien, donc, à titre d'exemple, une lettre c'est A-Z pour dire que c'est la partie majuscule, A-Z minuscule pour présenter les lettres en minuscule. 09 et finalement on peut dire ID c'est une lettre concaténée à lettre ou chiffre étoile. Donc ça c'est le modèle d'une lettre, ça c'est le modèle d'un chiffre et finalement ça c'est le modèle d'un ID. Donc on a trois modèles. Un modèle qui se repose sur les deux modèles précédents. C'est clair? Donc, c'est, autrement dit, c'est une expression régulière ou bien c'est une définition régulière d'une unité lexicale. Donc, comment on peut représenter ça sous la forme d'un automate ou bien on va l'appeler dès maintenant un diagramme de transition. Donc, suite à l'expression régulière d'un ID ou bien le modèle d'un ID, on peut avoir un état qui est initial, 0. Il y a entre le 0 et le 1, il y a la transition avec lettre. Lettre, c'est quoi? On a déjà dit, c'est de A jusqu'à Z minuscule et majuscule. On peut avoir une relation réflexive sur le 1 avec lettre ou chiffre. Et on va avoir quelque chose de autre. Qu'est-ce que ça veut dire le autre pour arriver à l'état final? Je vais ouvrir ici une petite parenthèse. Imaginez que vous avez
écrit, hein, int A, B, C. Vous avez déclaré une variable, un identifiant qui s'appelle ABC. Au moment de l'utilisation, vous avez écrit par erreur, vous avez écrit A, B, C, C égale A, B, C plus 1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que vous avez ajouté un caractère par erreur, hein, à votre utilisation. À ce niveau, le compilateur, il va détecter une erreur, oui ou non? Il va dire que A, B, C, C, je ne le trouve pas, j'arrive pas à le trouver. A, B, C, C, j'arrive pas à le trouver. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant que développeur? Je parle en tant que développeur, que vous êtes en train d'utiliser un compilateur. Est-ce que vous préférez qu'il vous dit vous avez commis une erreur ou bien est-ce qu'il vous affiche un avertissement? C'est seulement un avertissement. Et il va vous dire que j'ai reconnu A, B, C plus quelque chose. C'est-à-dire, il va reconnaître le ABC, il a été déclaré auparavant, et il va vous mentionner que j'ai trouvé une autre chose, donc il faut faire attention. Qu'est-ce que vous préférez en tant que développeur? Est-ce qu'il Deuxième va choix. vous afficher une erreur pour erreur A, B, C, C, ou bien il vous dit que j'ai trouvé une partie qui est reconnue, il faut faire attention, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Moi, personnellement, je préfère la deuxième réponse, la deuxième solution. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'il accepte le maximum de mots, hein, et il va me renvoyer un avertissement pour que je fasse attention à ma déclaration ou bien à l'identifiant ou bien à la variable utilisée. Personnellement, j'aime pas qu'il m'affiche directement une erreur et il se bloque au niveau de l'exécution, mais qu'il me dit, voici ABC qui a été reconnu et il y a quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes du même avis ou non? Je parle d'une manière أنا générale. Hein? Hmm? Allô? عندي أنا Le son, il coupe. Deuxième choix. Il y a coupure du son. Allez, vite. connexion ça va pas. Hein? Qu'est-ce que tu préfères? ايرور Allez, pourquoi? خاطر نجم نكون انا في تريتمون الاي بي سي اي بي سي وزيدك السي الفاريابل هذاك ما يزي الفالور اللي الاي بي سي بلس 1 ما تزيدش معناها في الاي بي سي دونك نجم في كالكول تحسب لي غلطه. Hey, il va te mentionner là. Il va pas accepter seulement. Il va te dire qu'il y a quelque chose de cette ligne. C'est clair? Il va pas accepter tout court. Non, il va mentionner, il va dire que j'ai reconnu A, B, C et j'ai reconnu le C. C'est clair? C'est-à-dire, il va maximiser. Un autre exemple. Au lieu, maintenant, hein, je vous dis un exemple. Au lieu de, j'ai déclaré, à titre d'exemple, int A, B, C. Et j'ai déclaré int C, à titre d'exemple. Et par erreur, j'ai écrit A, B, C, C. Hein, je vais vous rapprocher l'idée plus ou moins. Et par erreur, j'ai écrit A, B, C, C. Je n'ai pas le A, B, C, C, mais j'ai le A tout seul et j'ai le C tout seul. Moi, personnellement, je préfère qu'ils me disent,
voici le ABC qui a été reconnu et voici le C qui a été reconnu. C'est-à-dire, au lieu de déclencher une erreur à ce niveau-là, j'aimerais bien qu'il maximise la reconnaissance. J'essaye de maximiser la reconnaissance du code du développeur. Et pourquoi? C'est pour se rapprocher au maximum du développeur. Se rapprocher au maximum. C'est clair? Donc, j'aimerais bien reconnaître le maximum de chaînes utilisées et je vais dire à l'utilisateur que j'ai reconnu le ABC, j'ai reconnu le C et c'est à lui, s'il accepte cette reconnaissance, c'est à lui de continuer. Sinon, il va rectifier son code. C'est clair? Je reconnais le maximum de symboles et c'est à lui de vérifier. C'est clair? C'est l'idée. Donc, pour avoir un bon compilateur, on essaye de maximiser la reconnaissance des lexèmes. C'est clair? Notre but, c'est de maximiser la reconnaissance du lexème. Ça, c'est le autre. Ça, c'est le autre. Ça veut dire que s'il trouve quelque chose qui est reconnu avec quelque chose qui n'est pas reconnu, hein, il n'arrive pas à détecter une erreur, mais c'est préférable de aller à l'état final et dire que j'ai trouvé cet ID-là avec quelque chose de plus. C'est mieux de s'arrêter au niveau de l'état 1 et déclencher une erreur parce qu'il n'a pas pu lire l'ID, il n'a pas pu reconnaître un ID. C'est clair? Donc ça, c'est la transition autre. Est-ce que c'est clair, la transition autre? Hein? C'est autre Oui. chose à part le mot qui a été reconnu. C'est autre symbole. Pour ne pas jeter le tout dans la corbeille, hein, et déclencher une erreur, il vaut mieux reconnaître la partie correspondante et faire un signe concernant les autres. À titre d'exemple, si vous avez un produit, je pense, une petite pomme, à titre d'exemple, dans laquelle il y a une partie qui présente quelques comment dirais-je, des moisissures, mais qui a une partie qu'il faut la jeter. Il vaut mieux extraire la partie à jeter, hein, et garder le reste de la pomme que de jeter toute la pomme. Donc c'est ça. Au lieu de lancer une erreur parce que j'ai trouvé quelque chose d'ambigu, hein, j'essaye de maximiser la reconnaissance, de profiter au maximum et de lancer un avertissement concernant le reste. Donc, ça, c'est d'une manière générale. À titre d'exemple, supposons qu'on a comme donnée un lexème qui s'écrit sous la forme de 2.inf qui a la signification inférieure. Il appartient à la famille unité lexicale OPREL. On a un deuxième lexème 2.sup. La valeur, c'est sup. Il appartient à l'unité lexicale OPREL. 2.inf, 2. C'est inférieur ou égal. À titre d'exemple, hein, c'est un exercice à titre d'exemple. C'est-à-dire, si je veux écrire le inférieur ou égal, j'écris 2.inf, 2. Si je veux écrire le inférieur, j'écris 2.inf seulement. Le sup égal, c'est 2.sup, 2. Le égal, c'est 2.2. La différence, c'est 2 points d'exclamation. Et finalement, l'affectation, c'est seulement 2. Donc, supposons qu'on a ces données-là. Tout ceci, c'est la famille OPREL, à titre d'exemple. Et le dernier symbole, c'est l'opérateur d'affectation. Et on nous demande de tracer le diagramme de transition qui contient la reconnaissance des opérateurs relationnels et les opérateurs d'affectation dans un même diagramme, bien sûr. Donc, l'idée, il faut présenter un automate avec la fonction de retour. C'est la seule différence entre un diagramme de transition et un automate qui est simple. C'est qu'on a de plus, à part les états initiaux, l'état initial et les états finaux, on a le retour de la fonction. Ça, c'est la valeur ajoutée. C'est pour ça que je vous ai déjà dit dès les premières séances
chaque partie, ce n'est pas un but en elle-même. C'est-à-dire, les automates, ce ne sont pas un but, mais ils vont servir pour la reconnaissance au niveau des unités lexicales, et ainsi de suite. Donc, pendant ces semaines, ces dernières semaines, on voit les automates comme étant un objectif à part. Maintenant, l'automate, ce n'est pas un objectif en lui-même, mais c'est un moyen pour tracer un diagramme de transition, c'est-à-dire c'est un moyen pour reconnaître les unités lexicales. Donc, si je veux représenter tous ces opérateurs-là, tous ces lexèmes-là, dans un même diagramme, je peux le faire. Je vois bien que la partie commune entre tous les lexèmes, ce sont les 2 points. Tous les opérateurs commencent par 2 points. Donc, je vais aller de l'état initial 1 vers l'état 2 avec 2 points. Et je vais voir. Si j'ai les 2 points seulement, alors je vais reconnaître l'opérateur d'affectation et la valeur, c'est affectation, selon la table, bien sûr. C'est celui-là. J'ai 2 points seulement. Donc, le lexème qui a été reconnu, c'est ces 2 points. La famille, c'est of-aff. Et la valeur, c'est affect, selon les données, bien sûr. Maintenant, à part les 2 points, qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver 2 points inf, 2 points, toute cette partie-là. 2 points, 1, 2 points. À ce niveau, je vais reconnaître OPREL avec la valeur inf égale, inférieur ou égal. 2 points, 1, 2 points. 4, c'est un état final. Donc, je vais retourner la fonction return OPREL inf égal. Le return, c'est pour l'analyseur syntaxique. Ça veut dire qu'il va retourner la reconnaissance et il va l'envoyer à un analyseur syntaxique. Donc, à part le 2 points inf égale, c'est le deuxième symbole, 2 points inf, 2 points, c'est celui-là. Qu'est-ce que je peux reconnaître? Je peux reconnaître par le même chemin, je peux reconnaître seulement les 2 points inf. 2 points inf pour dire que j'ai reconnu la famille OPREL avec la valeur inf seulement. Donc, 2 points, 1, ça c'est l'état 5 qui est un état final. Donc, bien sûr, je peux trouver d'autres symboles, ça veut dire que je peux utiliser le autre. L'étoile, c'est pour dire soit aucun symbole, soit un symbole, soit plusieurs symboles. Donc, j'ai reconnu maintenant le symbole 2.1 seulement, c'est celui-là. Donc, j'ai reconnu 3 symboles jusqu'à maintenant. Après, je peux, à partir des 2 points aussi, reconnaître 2 points sup 2 points. 2 points sup 2 points. C'est cette partie-là. 2 points sup 2 points. Donc, j'arrive à reconnaître la famille OPREL et l'opérateur sup égal, supérieur ou égal. Par la même occasion, je peux aussi reconnaître 2 points sup seulement, donc c'est le supérieur. Un état final NIT. Je peux aussi reconnaître les 2 points, c'est égal. 2 points, c'est le égal. Et finalement, je peux reconnaître les 2 points avec le point d'exclamation, c'est la différence. 2 points avec le point d'exclamation, c'est la différence. Est-ce que c'est clair? Oui, vas-y. Monsieur, علاش نحطوا autre؟ فهمت؟ أباي يا طارق. يا طارق. اللي معاك ليه معاك ليه فهمت تبعتك أي ليه نقص معناتها مسيو معناتها Si je trouve, un exemple. Si je trouve, maintenant l'utilisateur a écrit par erreur, au lieu d'écrire 2.1 seulement, اي طلع له افيرتيسمون هذاك عليه وش هذيك الفازه
Et c'est ça. اي واضحه. Au lieu d'écrire 2.inf seulement, l'utilisateur par erreur, il a écrit 2.inf1 à titre d'exemple. Ou bien 2.inf, hein, pour avoir un exemple plus concret, 2.inf. Ben, en réalité, on n'a pas l'expression 2.inf. Oui ou non? Oui. Accolé? Ben, cette expression, c'est pas le 2.inf 2 points. Donc, c'est pas inférieur ou égal. C'est pas inférieur ou égal. OK. Ça peut être quoi? Ça peut être 2.inf qui est inférieur plus quelque chose d'autre. autre. Oui ou non? اي هي. Donc, pour maximiser la reconnaissance, c'est pour ça qu'on ajoute autre. Vous allez voir de plus près avec l'exemple tout à l'heure au niveau du TP, vous allez voir comment fonctionne réellement avec des exemples concrets, comment fonctionne et comment il va faire la reconnaissance. C'est Ouais. clair? Oui, merci. C'est dans le but, tout ça, c'est dans le but de maximiser la reconnaissance. Au lieu de dire que tout ça est une erreur, alors il vaut mieux dire que c'est un opérateur 1 plus autre chose, au lieu de, puisque ce n'est pas inf égal, le inf égal c'est 2.inf, 2 points, le inf seulement c'est 2.inf, et l'utilisateur par erreur, il a écrit 2.inf, inf. Donc au lieu de dire que 2.inf, inf c'est une erreur, je vais extraire la partie reconnue, hein, le maximum de la partie qui a été reconnue, et je vais dire que j'ai trouvé quelque chose qui a comme signification inférieure et il y a un symbole autre, c'est-à-dire autre reconnaissance. C'est clair? C'est dans le but de se rapprocher au maximum du développeur. Voilà. Donc, ainsi que si un utilisateur il va utiliser un tel compilateur, certainement il va faciliter son travail, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, puisque à chaque partie, il n'y aura pas directement une détection, mais il va y avoir une aide, c'est-à-dire comme des propositions au niveau des dictionnaires. Ben, si vous allez écrire un texte au niveau avec votre téléphone, donc en même temps, au moment de l'écriture, il vous dit que peut-être que vous voulez dire ce mot-là, c'est-à-dire vous êtes en train d'écrire un mot et par erreur, vous avez commis, maintenant, vous avez ajouté un symbole, une lettre, à titre d'exemple, ou bien vous avez oublié un S. Il va vous proposer d'éventuelles solutions. Pourquoi? Parce que il pense qu'il va vous aider en reconnaissant le maximum de votre texte. C'est dans ce but-là. Là. B. Donc, tout ça, vous pouvez revenir et le lire. Donc, on passe directement à la notion, soi-disant, pratique de cette idée-là pour mieux comprendre l'idée de l'analyse syntaxique, lexicale plutôt. Mais, donc, on va utiliser un outil qui s'appelle le Flex. Cet outil-là, c'est un langage. Le Flex est un analyseur lexical qui se base sur un langage. Voilà. Donc, on va utiliser un langage bien déterminé. Le Flex, c'est un programme qui se trouve déjà, il est existant. C'est un outil qui est free, qui est libre. Vous pouvez l'utiliser. Hein? Et grâce à ce Flex-là, on va faire l'analyse lexicale d'un certain code ou bien d'un certain nombre d'instructions. Donc, l'idée, elle se repose sur quoi? On va écrire un programme. Je vais vous dire et je vais vous montrer l'explication et les différentes parties de notre programme. On va écrire un programme source. On va enregistrer notre fichier sous l'extension .l, hein, c'est-à-dire on va ouvrir un éditeur de texte, un simple éditeur de texte, bloc-notes ou n'importe quel outil. On va écrire un programme et on va enregistrer notre programme sous l'extension .l. Une fois qu'on a fait l'enregistrement de notre programme
sous l'extension .l. On va utiliser le compilateur Flex qui existe déjà, l'analyseur lexical Flex. Il existe déjà. Il va nous transformer le programme qui a été enregistré sous l'extension .l, il va le rendre sous l'extension .c. C'est-à-dire, si je vais écrire un programme, je vais l'enregistrer sous l'extension .l, je vais utiliser le flex, il va me générer le même programme, mais il est écrit en C. J'ai trouvé un programme qui est écrit en C, je vais le faire passer et le compiler par le code blocks. Vous connaissez absolument le code blocks, vous l'avez déjà utilisé auparavant au niveau de votre module de programmation. Donc, le point C, il va être compilé par le code blocks, il va nous générer un fichier qui est exécutable, un programme exécutable. Ce programme-là exécutable, ça c'est l'analyseur lexical qu'on va l'utiliser. Puisque le point L, ce n'est pas compréhensible par la machine, donc il vaut mieux le traduire en un langage compréhensible par la machine. Donc je vais écrire mon programme avec l'extension .l, je vais le compiler avec le flex, il va me faire sortir un programme écrit en C. Maintenant, le programme écrit en C, je peux le compiler avec le code blocks. Il va me faire sortir un exécutable, un fichier .exe. C'est celui-là qu'il va analyser les mots ou bien les expressions comme étant des entrées. Le principe est-il clair? On va voir les détails après. Ah, mais le principe est-il clair? On va écrire un programme sous l'extension .l. On va le compiler avec le flex. Il va nous faire sortir un fichier écrit en C. Maintenant, le fichier écrit en C, il est compilable par la machine grâce au compilateur du code blocks. Et finalement, je vais obtenir un fichier exécutable. C'est ce fichier-là qui va être utilisé comme étant un analyseur lexical. Est-ce que c'est clair l'idée? Allô? Oui, monsieur. L'idée d'une manière générale est-elle claire? Ben, donc on va voir ensemble voici le TP, je vous ai déjà envoyé le TP. Donc, la tâche principale d'analyseur lexical est de lire un texte source, ce sont des suites de caractères, et de produire comme un résultat une suite d'unités lexicales, comme on a déjà dit. La reconnaissance des unités lexicales, elle est basée sur la notion des expressions régulières. Théoriquement, la construction d'analyseur lexical consiste à définir les unités lexicales, modéliser chaque unité lexicale par une expression régulière, représenter chaque expression régulière par un diagramme de transition, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, construire le diagramme global, c'est-à-dire qui contient toutes les expressions régulières possibles, finalement, implémenter à la main le diagramme obtenu. Donc, on va utiliser pour ce faire l'analyseur ou bien l'outil Flex. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, je vais utiliser le Flex pour compiler un fichier qui est écrit en C. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux écrire avec... j'arrive pas, je pense pas à écrire avec les symboles. Oui. Je pense pas, mais non. J'arrive pas à écrire sur le PDF, quand même. Il n'y a pas de problème. Mais, donc, on va utiliser un fichier qui est sous l'extension .l. On va le faire passer
sous Flex. Il va nous générer un fichier sous l'extension .c. On va utiliser le compilateur du C pour compiler ce fichier-là. À ce niveau, il va nous servir comme étant un analyseur lexical. C'est-à-dire, on va introduire des mots et c'est à lui de nous remettre les unités lexicales qui sont reconnues, bien évidemment, avec les lexins. Donc, voici la composition d'un programme écrit en Flex. Tout d'abord, on a la première partie % accolade et % accolade, accolade ouvrante, accolade fermante. Et à ce niveau-là, je vais déclarer mes variables. Après, je vais définir les expressions régulières. Après, j'ai %. Je vais mettre les règles de traduction. Et finalement, j'ai %, avec le bloc principal et les fonctions en C. Donc, d'une manière générale, j'ai 3 parties dans mon programme. La partie déclaration en C, la partie des définitions des expressions régulières et finalement, les règles de traduction. Donc, la première partie, je vais définir les expressions régulières. Elle permet d'associer un nom à une expression régulière et de se référer par la suite dans la section de règles à ce nom-là. C'est-à-dire, dans la première partie, je vais dire ça, c'est l'expression régulière de quel. À titre d'exemple, je vais définir l'expression régulière d'un nombre A avec un nombre B. Je vais définir une expression régulière d'un nombre binaire. Je vais définir l'expression régulière d'un chiffre. Et après, je vais dire, si tu vas reconnaître cette expression régulière-là, alors tu vas afficher ce message avec un simple printf. Vous allez voir petit à petit, avec l'exemple, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant très simple. Donc, on va déclarer tout d'abord l'expression régulière. Après, on va dire que si tu trouves cette expression régulière-là, alors tu vas afficher ce message. Et finalement, on a la partie qui va permettre l'analyse de notre programme. Donc, je vais vous montrer tout d'abord un exemple d'un programme écrit en Flex. À titre d'exemple, %, l'expression régulière 0 ou 1 plus, je vais afficher le message, c'est un nombre binaire, c'est-à-dire si tu trouves 0 ou bien 1 au moins une fois, alors tu vas afficher le message, c'est un nombre binaire. La deuxième expression régulière, point étoile, ça veut dire n'importe quel caractère. Tu vas afficher le message, ce n'est pas un nombre binaire. Donc, cette partie-là, qui se trouve entre les 2%, c'est la définition des expressions régulières avec leur comportement. C'est-à-dire, 0 ou 1 plus, c'est l'expression régulière. Printf, c'est un nombre binaire, c'est le message qui va être affiché si le mot introduit par l'utilisateur, il est conforme à cette expression régulière-là. Point étoile, printf, ce n'est pas un nombre binaire, il va afficher ce n'est pas un nombre binaire si l'utilisateur, il va écrire n'importe quoi au niveau de l'entrée. Est-ce que c'est clair, les 2 premières lignes? C'est la phase de la définition d'expression régulière. Est-ce que c'est clair, les 2 premières lignes? Oui. Allô, les autres? À part Tarek. Allô? Je parle des 2 premières lignes seulement. Est-ce que c'est clair? 0 ou 1 plus, printf, c'est un nombre binaire. Point étoile, printf, ce n'est pas un nombre binaire. C'est la phase de la définition des expressions régulières avec le message adéquat. Allô? Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Bien. Après, on a la partie exécution. Int y grep return 1.
Qu'est-ce que ça veut dire? Int, y, return 1. Si vous avez y, ça veut dire que vous avez la fonction de retour. C'est-à-dire, si le return est égal à 1, ça veut dire que l'analyseur lexical, il va sortir dès que la première reconnaissance a été faite. Ou bien, si le return est égal à 0, il va continuer l'exécution. À titre d'exemple, je vais revenir tout à l'heure pour voir tous les exemples. Mathalan, voyons cet exemple-là. Et je vais revenir à la question 1. Hein. Donc, on a défini tout d'abord l'expression régulière. On a dit que AA ou BB étoile, concaténé à AB ou BA, concaténé à AA ou BB étoile, concaténé à AB ou BA, concaténé à AA ou BB étoile, le tout étoile, c'est une expression régulière pour pair-pair. Qu'est-ce que ça veut dire pair-pair? Ça veut dire que A est un nombre pair et B est un nombre pair. Soit je peux avoir de A aucune fois ou bien plusieurs fois, soit je peux avoir un B aucune fois ou plusieurs fois, concaténé à AB ou BA. Si je choisis AB, alors il faut prendre encore une fois le AB ou le BA, encore une fois, pour avoir un nombre qui est pair de A et de B. Entre les deux, je peux avoir n'importe quelle combinaison de AA ou BB. C'est pour ça que c'est étoile. Et à la fin, je peux avoir AA ou BB. Étoile, bien sûr. Le tout, c'est étoile pour dire que je peux m'arrêter seulement à AA ou BB étoile. Bien sûr, si j'ai ni A ni B, ça va être pair-pair aussi, si on considère que le 0A c'est pair et le 0B c'est pair. Bien, donc ça c'est la définition de l'expression régulière pair-pair. J'ai défini l'expression et je lui ai donné un nom. Elle s'appelle pair-pair. Après, pendant l'exécution, je dis que pair-pair, ça veut dire au lieu de répéter toute l'expression, j'ai déjà donné un nom à cette expression-là. Et j'ai dit pair-pair, ça veut dire que si tu trouves quelque chose qui s'écrit sous la forme AA ou BB étoile, AB ou BA, AA ou BB le tout étoile, AB ou BA, AA ou BB le tout étoile, le tout étoile. Si tu trouves quelque chose comme ça, alors tu vas afficher le message, la chaîne entre crochets, deux points, nombre pair de A et de B. YText, ça veut dire qu'il va afficher au niveau de %S, il va afficher l'entrée de l'utilisateur. C'est-à-dire, si l'utilisateur a entré AABB, il va afficher entre les crochets AABB, deux points, nombre pair de A et de B. La deuxième expression régulière, A étoile, B étoile. Printf, %S, deux points, DA d'abord et DB ensuite. À ce niveau, j'ai défini deux expressions régulières. Une expression régulière pour un nombre A pair et un nombre B pair, et une deuxième expression pour les mots qui commencent par A et se suivent par un B. Pour vous expliquer le rôle de YYRAP, imaginons que je vais dire, entrer ce mot-là, à titre d'exemple. A, B, B. Bien. Est-ce que le AABB est conforme à l'expression régulière pair-pair ou bien il est conforme à l'expression A d'abord et ensuite?
Monsieur, les deux. Les deux. Les deux. Accolez les deux. Bien. Si je mets y, grep et je mets return 1, ça veut dire la première reconnaissance seulement qui va la faire. Je m'en ai. Maintenant, s'il trouve que la chaîne c'est pair-pair, alors ce n'est pas la peine de vérifier est-ce que c'est A d'abord et DB ensuite. C'est-à-dire, si je vais lui donner comme entrée AABB, il va m'afficher que c'est pair-pair. Il ne va pas me dire que c'est A d'abord et DB ensuite. Mais si je mets le return de Y, je le mets à 0, ça veut dire qu'il va me donner toutes les reconnaissances possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais dire AABB, il va me dire que c'est pair-pair et il va me dire aussi que c'est A d'abord, B ensuite. Et il est conforme à A étoile, B étoile. C'est-à-dire, il va reconnaître toutes les expressions régulières possibles. Si je mets le return à 0. Si je mets le return 1, il va me répondre par la première expression vérifiée. C'est clair, ou là? Est-ce que vous avez l'idée? Oui. C'est l'exécution. Est-ce que tu vas sortir après avoir trouvé la première reconnaissance, ou bien tu vas continuer à reconnaître et à exécuter toutes les autres expressions régulières? Tout le monde, est-ce que c'est clair pour les autres? Oui, oui. À part Tarek et Mohamed. Les autres. Vérifier, ما تتعدى l'étape اللي بعدها ما Exactement. Si le return il est égal à 0, il va continuer à vérifier les autres expressions régulières. Si le return est égal à 1, il ne va plus vérifier les autres expressions régulières. Il va nous donner un seul résultat. Parfait. Bien. Donc, je reviens à notre exemple. C'est celui-là. 0 ou 1 plus, printf, ce n'est pas un nombre binaire. Point étoile, printf, c'est un nombre binaire plutôt, désolé, 0 ou 1 plus, c'est un nombre binaire. Point étoile, printf, ce n'est pas un nombre binaire. Analysons ce code-là. Supposons que je vais écrire 0, 0, 1. 0, 0, 1. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? C'est un nombre binaire. Parfait. Il va m'afficher, c'est un nombre binaire. Maintenant, supposons que je vais écrire 0, 0, 1, petit a. Qu'est-ce qu'il va m'afficher d'après vous? Ok, c'est 0, 0, 1, c'est un nombre binaire. Ok. Plus autre. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas un nombre. Ah, comment il va fonctionner? Et c'est pour ça que c'est un analyseur lexical qui est intelligent. C'est pour ça que c'est un analyseur lexical qui est intelligent. Voyons voir comment il va se comporter. Non, je vais réécrire le tout. Bien. Donc, 0, 0, 1, A. Et on a deux expressions régulières. On a l'expression régulière binaire et les expressions régulières non binaires. Comment il va se comporter? Il va commencer par analyser le 0. Le 0, est-ce que c'est binaire ou non binaire? Allez, ensemble.
0, est-ce que c'est binaire ou non binaire? Selon l'expression régulière, bien sûr. Binaire. C'est binaire. Donc, c'est binaire. Bien. Maintenant, il avance. Il va analyser le 0, 0 ensemble. Le 0, 0. Est-ce que 0, 0, c'est un binaire? Oui. Oui. Est-ce que 0, 0 est non binaire? OK. Il avance. C'est pour maximiser la reconnaissance. Il va analyser maintenant le 0, 0, 1. Est-ce que c'est binaire? Oui. 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 Il avance. 0, 0, 1, Non. A. Est-ce que c'est binaire? Non. 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 Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à la dernière reconnaissance valide. Quelle est la dernière reconnaissance valide? C'est 0, 0, 1. Ah. Il va revenir à la dernière reconnaissance valide. Il va dire que 0, 0, 1, c'est binaire. Et il va répéter la reconnaissance pour le A. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire la même chose, mais pour le A seulement. Est-ce que A est binaire? Non. Est-ce que A est non binaire? Oui. Il va afficher Oui. A, deux points, non binaire. Est-ce que vous voyez? Malgré que j'ai mis en erreur 1, je me suis induit en erreur, j'ai écrit 0, 0, 1, A. Normalement, 0, 0, 1, A, c'est non binaire. C'est foutu. J'ai commis une erreur. Alors que le flex, il va faire la reconnaissance d'une manière intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va prendre la partie reconnue comme étant binaire, il va m'afficher 0, 0, 1, il va me dire que c'est binaire. Le reste de la chaîne, il va l'analyser encore une fois. Il va trouver que c'est non binaire. Donc, il va m'afficher 0, 0, 1 binaire, A non binaire. Normalement, si c'était un autre analyseur lexical, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher 0, 0, 1 A non binaire, tout court. Il ne va rien reconnaître. Par contre, dans notre exemple, il a reconnu deux lexèmes. 0, 0, 1, c'est un premier lexème, et A, c'est un deuxième lexème. C'est clair? واضحة l'idée ولا مش واضحة؟ Allô? Oui. اي واضحه. Parfait. Donc, modifiez l'exercice précédent pour qu'il n'affiche que les nombres binaires reconnus. Modifier l'exercice précédent, c'est celui-là, pour qu'il n'affiche que les nombres binaires reconnus. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut qu'il nous affiche seulement les nombres binaires reconnus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Modifier l'exercice précédent, celui-là, pour qu'il nous affiche seulement les nombres binaires reconnus. Je ne veux pas qu'il m'affiche ce n'est pas un nombre binaire. Je veux toujours, si c'est bon, il m'affiche c'est un nombre binaire. Si c'est pas bon, il n'affiche rien. Qu'est-ce que je fais? نحي اللينية الأخرانية. Parfait, j'élimine la deuxième ligne. تنحي اللينية الثانية وكاهو. Je garde seulement la ligne 0 ou 1 plus. Printf, c'est un nombre binaire. Et je supprime la ligne point étoile. Printf, ce n'est pas un nombre binaire. C'est clair? Donc, si je veux bien que mon compilateur il m'affiche seulement les nombres binaires reconnus, je vais supprimer la ligne point étoile. Printf, ce n'est pas un nombre binaire. Tout court. Bien. Maintenant, cet exemple qu'on l'a déjà expliqué tout à l'heure, c'est la définition de deux expressions régulières.
une expression régulière qui permet de reconnaître les mots sous la forme pair-pair et une autre expression régulière qui permet de reconnaître les mots A étoile, B étoile, c'est-à-dire des A d'abord et des B ensuite. Bien. On va tester ces mots-là. B, A, B, B, A, A, A. Plutôt, je vais écrire B, A, B, B, A, 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 B. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième, A, B, B, 3B. Le troisième, A, A, B, B. Le quatrième, B, A, A, 4B. Le cinquième mot, B, B, A, A, B, B, B et A. Après B, 2A, 4B, AB. Et finalement, on a le A, 3A, 4B et A. Ben, on va tester l'exécution de notre programme, comment il va reconnaître, je vais vous présenter l'exécution à la main, comment il va reconnaître les différentes expressions. Donc, on a soit le pair-pair, c'est-à-dire un nombre pair de A et un nombre pair de B, ou bien A étoile, B étoile. Bien, le Y, c'est return 1. Donc, il va se limiter à la première reconnaissance valide. B, prenons chaque mot à part et on va l'analyser lexicalement ensemble. Comment le flex, il va se comporter. B, donc on a le mot B, A, B, B, 3A et B. Bien. On a ici, c'est le pair-pair. Et ici, on a A étoile, B étoile. Bien. Est-ce que B tout seul est pair-pair? Non. Ensemble, est-ce que B est pair-pair? Non. Est-ce que B est A étoile, B étoile? Oui. Oui. Bien. Donc, Oui. pour le moment, il reconnaît le B comme étant des A d'abord et des B ensuite. On n'a aucun A, on a un seul B. Donc, le B tout seul, c'est A d'abord, B ensuite. Bien. Maintenant, le BA, est-ce que BA est pair-pair? Non. Non. Est-ce que le A est A étoile, B étoile? Non. Oui. Non. ركز صحيح قال لك كيفاش وي؟ ودي هو قال لك اي صحيح. بيتوال معناها لازم تكون الان لا. بعد تجي البي راهو. صحيح قال له كيفاش وي. Donc BA, est-ce que c'est pair-pair? Non. Non. BA, est-ce que c'est A d'abord, B Non. ensuite? Non. BA. Bien. BAB, est-ce que c'est pair-pair? Non. Le tout, le 3. BAB, c'est Non. pas pair-pair. Est-ce que Non, c'est non, A non, d'abord, B ensuite? Non. Non. BABB, est-ce que c'est pair-pair? Non. Non. Est-ce que c'est des A d'abord, B ensuite? Non. Non. Après, BABBA, est-ce que c'est pair-pair? Non. Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Non. Non. Après, BA, BB, AA, est-ce que c'est pair-pair? Non. BA, BB, AA. Non. Non. Est-ce que c'est un nombre pair de A, un nombre pair de B? Non. Non. Est-ce que c'est des A d'abord, des B ensuite? Non. Après, BA, BB, AAA. On a 4 A et 3 B. Est-ce que c'est Non. pair-pair? Non. Non. A étoile, B étoile? Non. Non. Maintenant, BA, BB, AAA, B. On a 4 B et 4 A. Est-ce que c'est pair-pair? Oui. Oui. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Non. Non. Donc, il va reconnaître BA, BB, AAA, B comme étant pair-pair.
Est-ce que c'est clair ou non? Il arrive à reconnaître tout le mot comme étant pair-pair. واضح l'exemple الأول ولا؟ On va faire avec tous les mots. Hein. On va voir l'exécution à la main de tous les mots. Est-ce que c'est clair le premier exemple? B, A, B, B, A, B. Est-ce que c'est clair? monsieur Oui. كيف آخر واحدة كلهم بير كيفاش؟ كيف كلهم بير B, A, B, B, A, B. Combien de A on a? 4 A. Combien de B? 4. Donc un nombre pair de A et un nombre pair de B. Oui ou non? واضح. Parfait. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième. Le deuxième, c'est A, B, B, B. Ça, c'est pair-pair. Et ça, c'est A étoile, B étoile. Bien. Le A tout seul, est-ce que c'est pair-pair? Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Le AB, est-ce que c'est pair-pair? Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Le ABB, 2BA, c'est-à-dire un seul A et 2B. Est-ce que c'est pair-pair? Non. Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Oui. Quatrièmement, A, B, B, B. Est-ce que c'est pair-pair? Non. Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Oui. Donc, il va reconnaître A, B, B, B comme étant A étoile, B étoile, c'est-à-dire des A d'abord et des B ensuite. À la deuxième reconnaissance, il va nous afficher A étoile, B étoile, des A d'abord, des B ensuite. Ben, le troisième mot, A, A, B, B. Et ça, c'est l'exemple avec le micro, s'il vous plaît. حس روحك في مركز. واضح واضح. A, B, B. Bien. Est-ce que c'est pair-pair ou bien A d'abord, B ensuite? Bien. Le A, est-ce que pair-pair? Non. Est-ce que c'est des A d'abord, B ensuite? Oui. Le AA, est-ce que c'est pair-pair? Oui. Le nombre pair de A, on a 2 A et on n'a aucun B pour le moment. Donc c'est pair-pair. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Troisièmement, A, A, B, est-ce que c'est pair-pair? Non. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Oui. Finalement, A, A, B, B, est-ce que c'est pair-pair? Oui. Est-ce que c'est des A d'abord et des B ensuite? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? Est-ce qu'il va afficher pair-pair ou bien A étoile, B étoile? Pair-pair. Pourquoi il va afficher seulement pair-pair? Lula. Parce que le return wrap, ça fait très bien. Le return wrap, c'est 1. Return wrap, c'est 1. Donc, il va reconnaître seulement la première expression. Donc, il va dire que c'est pair-pair. Imaginons qu'on va inverser les lignes. C'est-à-dire, je vais mettre la ligne des A étoile, B étoile, A d'abord, B ensuite. Je vais la mettre la première. La deuxième ligne, je vais mettre pair-pair. Qu'est-ce qu'il va afficher d'après vous à ce niveau? Si j'inverse les lignes, qu'est-ce qu'il va afficher? A étoile, Il B va étoile. afficher A étoile, B étoile, A d'abord, B ensuite. Ça dépend de la ligne. Mais si maintenant, je vais mettre le return à 0, Y wrap, return 0, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher A, B, B, pair-pair, et il va afficher A, B, B, A étoile, A d'abord, B ensuite. Il va afficher les deux reconnaissances. Si je mets le return à 0. Est-ce que c'est clair?
واضح ولا؟ Oui. Oui, oui. Parfait. Oui. Parfait. L'autre exemple, B, A, A, B, 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 B. B, A, A, B, A, A, 4B. Donc, le B, c'est pas pair-pair, c'est des A d'abord, des B ensuite. BA, c'est pas pair-pair et c'est pas des A d'abord, B ensuite. Le BAA, ce n'est pas pair-pair et ce n'est pas des A d'abord, des B ensuite. BAAB, c'est pair-pair. BAABB, c'est pas pair-pair et c'est pas des A d'abord, des B ensuite. BAA 3B, c'est pas pair-pair, c'est pair-pair, c'est pair-pair 4B de A, c'est pair-pair et c'est pas des A d'abord, des B ensuite. Finalement, BAA, BBBB, ce n'est ni pair-pair, ni des A d'abord et des B ensuite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à la dernière reconnaissance. Il va dire que B, A, A, B, 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 c'est pair-pair. Et il va afficher après le B tout seul, ce qui reste. Il va dire que c'est des A d'abord et des B ensuite. Est-ce que c'est clair? فهمنا l'idée. معناتها اخر واحده فيريفي ليش نمشي بها. Pierre Jeanne a les deux. Il va reconnaître B, A, A, B, B, B. Il va nous dire que c'est pair-pair. Le reste de la chaîne, c'est B. Il va faire une deuxième reconnaissance. Il va vérifier que c'est des A d'abord et des B ensuite. Donc, il va nous retourner deux résultats. Il va diviser le mot en deux parties. La première partie, c'est BAA 3B. C'est pair-pair. La deuxième partie du mot, c'est B seulement, A étoile, B étoile. Kerjan a deux reconnaissances. C'est-à-dire, au lieu de jeter tout le mot et dire que c'est une erreur, puisque c'est pas pair-pair et c'est pas A étoile, B étoile, il va reconnaître la première partie comme étant pair-pair et il reste le B, il va subir une nouvelle connaissance, une nouvelle reconnaissance. Voilà, Kerjan, les deux résultats. Est-ce que c'est clair? Oui. Les autres, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Tout le monde, est-ce que c'est clair? Allô? Oui, oui, monsieur, c'est clair. Parfait, très bien. Donc, c'est la même chose pour le reste des mots. Bien, donc on a déjà répondu à la question, même question en permettant les deux lignes. Si je vais inverser les deux lignes, donc il va donner le privilège à A étoile, B étoile. Il va essayer de reconnaître les A d'abord et les B ensuite en premier lieu. Sinon, il va passer au pair-pair. C'est clair? Donc, on considère l'unité lexicale ID définie comme suit. Un identificateur est une séquence de lettres et de chiffres. Le premier caractère doit être une lettre. Écrire à l'aide de flex, un analyseur lexical qui permet de reconnaître à partir d'une chaîne d'entrée l'unité lexicale ID. C'est le même exemple du cours et on va le corriger. Déjà, vous avez dans le slide, dans les chapitres, vous avez déjà la correction. Hein. Tout ce qui a été déjà dit, il existe déjà au niveau des slides. Donc, la question 6, c'est on va définir l'expression régulière d'un ID. Donc, tout d'abord, on définit l'expression régulière d'un chiffre, chiffre de 0 jusqu'à 9. Après, on définit l'expression régulière de la lettre, A-Z minuscule, A-Z majuscule. Après, on définit l'expression régulière de l'ID. C'est quoi ID? C'est lettres concaténées à lettres ou chiffres de tout et toi. Et maintenant, au niveau de mon programme, je vais dire le comportement si j'arrive à reconnaître un ID. Donc, si l'expression régulière ID
elle est vérifiée, alors il va afficher le mot introduit par l'utilisateur entre crochets et il va dire que c'est un identificateur, c'est un ID. Sinon, point étoile, je ne vais rien afficher ou bien je ne vais rien faire. Est-ce que c'est clair? واضح? Allô? Oui. Hein? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un programme qui permet de reconnaître un identifiant, c'est-à-dire qui commence par une lettre et suivi d'une lettre ou d'un chiffre, le tout étoile. مساء جريجليكس تعمل أنا هي؟ اخر واحده لينيونز هذيك هذيك déclencher le flex. YYLex, c'est exécuter le programme Lex, c'est le main. C'est le main, exécuter le programme Lex. De toutes les façons, Asma, là vous trouvez toujours cette composition. Même dans un examen, on vous donne le main YYLex, on vous donne le int YYRap, return 1, ainsi de suite. Et c'est à vous juste de mettre les expressions régulières avec l'affichage seulement. On vous donne le corps du flex. C'est clair? C'est pas à vous de l'apprendre par cœur, donc ça sert à rien, même malgré que c'est facile. Mais le but, c'est de se concentrer sur l'expression régulière avec l'affichage. C'est seulement ça le but. Voilà. Donc, la question 7. Modifier l'exercice précédent pour que l'analyseur lexical reconnaisse les deux unités lexicales ID et NB. ID et NB, sachant que NB est une unité lexicale qui désigne les entiers naturels. Donc, à part les ID, c'est-à-dire à part lettres concaténées à lettres ou chiffres, le tout et toi, il veut bien reconnaître aussi un nombre. Donc, c'est très simple. On va prendre le même énoncé, le même programme, chiffre de 0 jusqu'à 9, lettres A jusqu'à Z minuscule, A jusqu'à Z majuscule. ID, c'est lettres ou lettres concaténées à lettres ou chiffres de tout et toi. Ça, c'est l'expression régulière d'un ID. L'expression régulière d'un nombre, c'est chiffre plus. C'est 0 jusqu'à 9, au minimum un caractère. Donc, si je vais reconnaître un ID, je vais afficher la chaîne avec est un identificateur. Sinon, si je vais reconnaître NB, alors je vais afficher est un entier. Sinon, je ne vais rien faire. Donc, c'est très simple. Je définis deux expressions régulières. La première, c'est l'ID. La deuxième, c'est le nombre. Et je vais mettre l'affichage correspondant à chaque expression régulière. C'est-à-dire, si je vais lui donner A, B seulement, il va m'afficher est un identificateur. Si je vais lui fournir 2 seulement, il va m'afficher que c'est un nombre. Est-ce que c'est clair? Allô? À titre d'exemple, si je vais lui afficher, je vais lui introduire, je vais chercher un exemple ambigu. Si je vais lui introduire 2AB, 2AB, qu'est-ce qu'il va faire? Rien à faire. Il ne va rien afficher. Il n'est pas ni un identifiant et ni un entier. Vérifiez bien. Le plus, c'est dit que monsieur notre chiffre plus. Hein? Au minimum un chiffre. Ah, au minimum un chiffre, donc il va. Au minimum un chiffre. Qu'est-ce qu'il va afficher? Un entier. Il va afficher 2. C'est un nombre, un entier. Oui. A et B n'est pas un entier. Il va afficher AB, c'est un ID. Oui ou non? Voilà. Il va reconnaître le 2 comme étant un entier et il va reconnaître le AB comme étant un ID. Oui ou non? Oui. Voilà, Oui. les autres. Voilà. Et ça, c'est le but. Avec Aleshewa, c'est un analyseur qui est intelligent. Donc, normalement, 2AB, c'est une erreur. Ce n'est ni un ID, ni un nombre. Normalement, c'est une erreur. Alors, il va nous donner le maximum de la reconnaissance. 2, c'est un entier. Et
Le AB, c'est un ID. Donc, il va nous retourner 2 reconnaissances. 2, c'est un entier. Et AB, c'est un ID. واضح? Est-ce que c'est clair? Oui. من وقتاش ما يعمل شيء Hein? وقتاش ما يعمل شيء غير مثلا, tu vas lui dire, مثلا, plus point d'exclamation, à titre d'exemple. Ce n'est ni un ID, ni une lettre, ni un chiffre, ni un nombre. Voilà. C'est quelque chose de différent à ID et un nombre. À ce niveau, il ne va rien faire. Si tu vas lui donner plus point d'exclamation, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un ID. C'est clair, Mahdi? Oui, merci. Parfait. Merci. C'était ça la séance. Hein? Ça, c'était le flex. Donc, vous pouvez faire le TP. Hein? Vous avez déjà les consignes bien détaillées au niveau du TP. Vous pouvez le faire hein, pour voir l'exécution de manière réelle. Donc, on a déjà fait l'exécution à la main. Et ça, c'est le plus important, c'est de comprendre le principe de l'exécution. Donc, je vais vous mettre... c'est déjà fait au niveau du Classroom, c'est déjà fait. Vous avez déjà le TP et vous avez déjà le cours qui contient les solutions des exercices. Donc, c'est tout pour cette séance. Donc, je vous remercie énormément. C'est comme ça, School. Ça, c'est l'analyseur lexical. Ça, c'est le principe de l'analyseur lexical. C'est clair? Y a-t-il une question avant de clôturer la séance? مسيو Oui, طب. كيفاش تعطينا السيرين نتاع الشابيت القديم؟ هي موجودة déjà في الcours. Au niveau du cours, les exercices, il existe dans le cours, dans le slide du cours, dans les slides. نحكي على الشابيت القديم مسيو مش هذا. أنا هو القديم. نتاع ليكسبرسيون ريغوليير اي نتاع les mots et langage ou l'expression régulière ولا؟ اي Oui, موجود في وسط الcours. L'exercice à la fin du cours, moi je dis, on a corrigé les 8 exercices pour les expressions régulières, et il y a les exercices, les 4 exercices pour les automates. Dans les cours, dans les slides, comme ça, exactement comme ça. C'est-à-dire, vous trouvez l'exercice au niveau d'un cours, à titre d'exemple, qui marque maintenant, application, question, cadre. C'est de cette manière-là. Voilà. واضح C'est clair? واضح ميرسي. De rien. Y a-t-il une autre question à part? C'est bon pour tout le monde? Allô? C'est bon? C'est bon. Merci, c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir le formulaire demandé par l'administration. C'est le formulaire qui permet l'évaluation de la première période. Donc, vous allez faire ceci pour toutes les matières. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà mis le formulaire au niveau de votre classroom. Je ne sais pas pour les autres matières, est-ce que c'est déjà fait ou non, mais veuillez le remplir. Vous avez jusqu'à vendredi à midi, Inch'Allah. Parce que c'est clair, de toute façon, les réponses sont anonymes. Hein. Donc, il n'y a pas les adresses mail, il n'y a pas les noms ni les prénoms, c'est juste les réponses qui nous intéressent. C'est seulement vos avis par rapport au cours et par rapport à la formation distancielle pour tous les modules. Donc, essayez de le remplir. Ça prend 2 minutes maximum. Ce sont 5 questions, je pense. Donc, c'est 2 minutes et l'affaire est classée pour chaque module. Hein. Merci tout le monde. comme ça, je vous remercie énormément. Inch'Allah, Cheikh Taïba, bon appétit. Merci. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci. Salam.